Au Moyen-Âge, la cuisson, en particulier la fabrication du pain, était plus qu'un simple moyen de créer un aliment de base pour nourrir les masses. Les boulangers étaient une partie essentielle de la vie sociale et culturelle des médiévaux et étaient des membres bien respectés de leur communauté. Dans son colloque qu'il a écrit pour aider les étudiants à apprendre le latin, le moine anglo-saxon et écrivain prolifique 50 Frick d'Eynsham a souligné le talent spécial qu'il fallait pour suivre la profession lorsqu'il a écrit à propos d'un boulanger qui a dit, je cite, « Vous pouvez vivre longtemps sans mes compétences, mais vous ne pouvez pas bien vivre sans elles. » Aujourd'hui, nous continuons notre série Une journée dans la vie et remontons le temps pour rencontrer l'un de ces boulangers médiévaux et voir à quoi ressemblait sa vie. Vous pensez tout savoir sur les chevaliers, les châteaux et les rois. Préparez-vous car nous lançons une chaîne historique dédiée à l'Empire romain. Je sais ce que vous pensez. Attention, l'Empire romain précède mes légendes médiévales favorites. Eh bien oui, mais restez avec moi, Rome est là où tout a commencé. De la chute de l'Empire à l'ascension des chevaliers médiévaux. Une histoire intimement liée. Si vous êtes prêt à en apprendre plus sur cette période incroyable, rejoignez la fête de la toge sur notre nouvelle chaîne L'Empire romain, ça vaudra le détour dans votre voyage historique. Je laisserai un lien vers celle-ci dans la description ci-dessous. Bienvenue dans la folie médiévale pour la vidéo d'aujourd'hui. Ne joue pas avec mon pain. Il était presque impossible pour une ménagère de cuisiner chez elle. Il était difficile de moudre le grain en farine en petite quantité. Et à la campagne, le seigneur du manoir insistait presque toujours pour qu'elle paie un meunier agréé pour le faire à sa place. Dans les villages et les villes, même avec la pâte à pain prête, une femme devait trouver un four pour la cuire. Maintenant, les fours étaient rares au Moyen-Âge. Leur construction à des fins commerciales était coûteuse et réglementée. Ils se trouvèrent donc généralement uniquement dans les foyers plus aisés et dans les boulangeries spécialisées où l'autorisation avait été accordée. En 1267, le roi Henri II d'Angleterre a prononcé l'assise du pain et de la bière. Cette loi soumettait tous les boulangers et brasseurs à des réglementations concernant le prix, le poids et la qualité de leurs produits. Une échelle était utilisée entre les prix du blé et du pain afin que le coût d'un petit pain, comme nos petits pains modernes, puisse augmenter ou diminuer en conséquence. La taille et le poids du pain étaient contrôlés ainsi que les ingrédients utilisés et des inspections aléatoires étaient effectuées régulièrement. Pendant les famines, la monarchie forçait souvent les boulangers à vendre du pain à un prix inférieur au marché pour éviter que le peuple ne meure de faim. L'amende infligée aux boulangers pour la vente de pain sous-pondéré est probablement ce qui a conduit à l'expression « une douzaine de boulangers », les boulangers donnant un pain supplémentaire aux clients pour s'assurer qu'ils ne violaient pas la loi. 4. Pain de vie. Pendant le Moyen-Âge, le pain était plus qu'un aliment de base en Europe catholique. L'Eucharistie, aussi appelée Sainte Communion, est un sacrement toujours pratiqué par les chrétiens de nos jours. Elle incorpore du pain et du vin pour symboliser le corps et le sang du Christ. Ceux-ci et d'autres fêtes religieuses ont contribué à élever les boulangers dans leur communauté et leurs guildes jouaient souvent un rôle central dans les festivals et les célébrations. En mai chaque année, la fête du pain, ou fête de Saint-Honoré, le saint patron des boulangers, est toujours célébrée à travers la France. Pour les pauvres, le pain était tout aussi important que les bouillies et les porridges aux heures des repas. Le pain était sur la table du dîner des classes plus aisées, mais seulement en complément, pas en aliment de base. Cependant, il convient de noter que l'hôte et ses invités les plus honorés recevraient un morceau de pain plus grand et il serait le plus frais que ceux donnés aux autres convives. Le leur pouvait durer plusieurs jours, le pain étant un indicateur du statut social. Le partage du pain avec une autre personne est devenu un signe de confiance et d'amitié. Ceci, en plus de son rôle dans les cérémonies religieuses et de son lien avec la communauté, a donné à l'art de la boulangerie et aux boulangers eux-mêmes une signification sociale et spirituelle au sein de leur communauté. Le maître boulanger. Effectivement, j'en connais un rayon sur la maîtrise de la boulangerie. Je le faisais souvent jusqu'à ce que je rencontre ma petite amie qui s'en occupe maintenant. Elle fait un fantastique cobbler aux pêches. Quoi qu'il en soit, j'aimerais vous présenter un véritable maître boulanger parisien pour nous parler de sa vie quotidienne. Je m'appelle Pierre Lenemant et je vis avec ma famille sur la rue de la Jouvier dans la paroisse de Sainte-Madeleine, sur l'île de la Cité à Paris, où se trouve la magnifique cathédrale de Notre-Dame.
Je suis de bonne humeur, donc je ne vais pas vous infliger mon terrible accent français pour le reste de la vidéo. Imaginez simplement que je suis français pendant que je lis ceci. Pour devenir boulanger à Paris, chaque Noël, je dois payer 10 deniers au roi pour le droit de vendre mes marchandises. 22 autres à Pâques, 5,5 à la fête de Saint-Jean et 6 sous à la Saint-Martin. Je suis l'un des hommes les plus riches de la juiverie et ma boulangerie est très prospère. En 1292, mon évaluation fiscale était de 70 sous. Thomasin de Chamont, mon compagnon et homme de confiance, a été taxé à 3 sous car il a payé un bon salaire. J'ai plusieurs employés à la boulangerie et avec ma femme, nous avons des serviteurs pour aider à la gestion du ménage. Thomasin et moi formons les 2 apprentis. En tant que maître boulanger, j'ai moi-même formé Thomasin et bien qu'il puisse devenir maître et diriger sa propre entreprise, il a choisi de rester ici et de travailler pour moi. L'un des apprentis n'a que 12 ans, l'autre 16. Ils restent avec nous dans la maison pendant leur formation qui durera 7 ans. Juste à quelques portes de chez nous se trouve une bouchère nommée Béatrice. Elle a acquis le métier après la mort de son mari. Cependant, il n'est pas nécessaire que ma femme travaille dans ma boulangerie. Mon entreprise prospère, elle peut donc rester dans les quartiers d'habitation et, avec l'aide des serviteurs, s'occuper de nos 4 enfants comme il convient à une femme de son rang. J'ai l'une des maisons les plus larges de la rue, avec une grande devanture de magasin. Près de la porte se trouve une grande fenêtre où les clients peuvent acheter nos produits de boulangerie exposés à la vue de tous. Une marquise en bois au-dessus de la fenêtre protège le pain, les biscuits et les pâtisseries de la pluie. La rue est étroite et les étages supérieurs de ma maison dépassent tellement qu'il est difficile pour la pluie d'entrer de toute façon et le soleil indésirable qui gâterait simplement mes produits est également tenu à l'écart. Des volets couvrent la fenêtre la nuit et sécurisent les lieux. Ma maison a une structure en bois et est haute et profonde avec une petite cour à l'arrière où nous gardons de la volaille et un jardin pour cultiver des légumes et des herbes pour la table. Il y a 2 étages au-dessus du magasin où je vis et dors avec ma famille et il y a un grenier au sommet de la maison pour Thomasson, les apprentis et la cuisinière et la femme de chambre pour dormir. Les autres travailleurs tels que le tamiseur et les 2 pétrisseurs vivent dans leur propre maison dans la paroisse et viennent aux premières heures du matin pour travailler sauf les dimanches et les nombreux jours saints où le magasin était fermé. Nous avons un toit de chaume bien que le nôtre soit recouvert de plâtre pour réduire le risque d'incendie et nous avons une cave en dessous pour un stockage supplémentaire. La cuisine est au rez-de-chaussée et les cuisiniers y travaillent pour fournir des repas à toute la maison, y compris les travailleurs extérieurs. Derrière le bâtiment se trouvent mes 2 fours que j'appelle Fierté et Joie. Émoudre. Thomasin et moi nous levons au milieu de la nuit et notre première tâche est d'allumer les fours pendant que le reste de Paris dort. Même si Thomasin pourrait s'en occuper, je préfère le faire moi-même car j'aime le crépitement réconfortant du bois. Ça me prépare bien pour la journée. Une fois que le tamis est arrivé et qu'il commence à tamiser les sacs de farine pour enlever toutes les impuretés et les grumeaux, Thomasson et moi pouvons commencer à travailler en plaçant nos ingrédients, farine, levure et sel, dans de grands bols en bois avant d'ajouter de l'eau et de pétrir la pâte. Nous ajoutons notre mélange spécial d'herbes à certaines baumiches. Ces plantes ont des propriétés médicinales approuvées par l'apothicaire. Nous ajoutons parfois du miel et des noix à nos pains, mais étant plus chers que les miches simples, nous n'en faisons qu'environ 2 douzaines. Avec la pâte mélangée, les pétrisseurs peuvent débuter leur travail. Seul un boulanger expérimenté sait quand le pétrissage doit s'arrêter et combien de temps les miches doivent être prouvées. Quand il est temps, les apprentis peuvent retirer les cendres des fours et, à l'aide des pelles en bois appelées pelles, les miches et autres produits de boulangerie sont glissés dans les fours. Les portes en bois sont fermées pour conserver la chaleur et de la pâte est placée autour des bords. Quand il sèche et tombe, alors le pain est prêt et il est temps pour la prochaine fournée. Une partie du pain est cuite 2 fois jusqu'à ce qu'il devienne croustillant et feuilleté et nous le vendons alors comme des biscuits. Comme toujours en pâtisserie, le timing est la clé et seule une vie de connaissances, de compétences et de pratique peut fournir cette expertise. Le cuisinier vient prendre du pain frais préparé en cuisine pour notre dîner de ce soir. Elle laisse une partie du pain sur la table pour qu'il rassisse afin qu'il puisse être utilisé pour épaissir les sauces et les crèmes ou mélanger avec du miel et des épices et transformer en pain d'épices. Une fois cuit, nous marquons toujours la pâte avec une empreinte de boulanger afin qu'elle puisse être identifiée comme provenant de ma boutique. Ainsi, si l'un de mes produits est trouvé défectueux, il pourrait être retracé jusqu'à moi. Bien sûr, je serai alors arrêté, jugé et puni dans les tribunaux du pain de Paris. Alors je fais très attention à ce que mes produits soient de bonne qualité.
Ma marque est 2 lions pour représenter la région de Normandie, le lieu de naissance de mon père. Un boulanger de la paroisse voisine a été reconnu coupable d'avoir placé des morceaux de pierre à l'intérieur de ses pains pour les amener au poids requis. Il a été emmené à travers Paris sur une charrette, son pain attaché autour du cou tel un collier de honte. Il a ensuite passé 2 jours au pilori, où les gens lui hurlèrent dessus, lui jetèrent de la nourriture pourrie et lui crachèrent dessus. Je peux seulement imaginer l'humiliation. Et encore pire, maintenant il est ruiné à Paris. Car qui voudra acheter du pain à un tel charlatan ? Cela ne m'arriverait jamais. Je dirige une boulangerie propre et honnête, et mes employés et de nombreux clients fidèles peuvent en attester. En tant que membre d'une guilde, mon métier est strictement encadré. Le maître de tous les boulangers insiste souvent pour inspecter les boulangeries à Paris. Il emmène avec lui un sergent et un groupe de jurés, et aux fenêtres, où il trouve du pain à vendre, l'inspecteur prend le pain et le donne aux jurés, et les jurés l'examinent pour voir s'il est adéquat. Les jurés le remettent à la fenêtre, et si ce n'est pas adéquat, le juré met le pain dans la main de l'inspecteur. S'il détermine que le pain n'est pas adéquat, il peut confisquer tout le reste, même celui qui est dans le four. Et s'il y a plusieurs types de pain dans une fenêtre, l'inspecteur fera évaluer chacun d'eux. Et ceux qui sont jugés trop petits, l'inspecteur et les jurés les feront donner à la charité. Malgré les longues heures et les exigences du métier, j'adore être boulanger. Mon travail est important et me vaut le respect de ma communauté. Ma profession m'a permis de mener une vie confortable et de bien subvenir aux besoins de ma famille et de mes employés. Donc, Pierre Lennemont était un véritable boulanger qui vivait dans la rue de la Juvia, une rue bien aménagée à Paris pendant le XIIIe siècle. Nous savons qu'il a réussi parce que selon les registres de la ville, il a effectivement payé ses impôts de 70 sous en 1292, ce qui est une somme assez substantielle. Thomasin Schumann est également répertorié dans les registres comme son valet et était très probablement son compagnon. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale, j'espère que vous l'avez aimé, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Santé!